Yes, merci. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. La salle est bien remplie, très remplie. D'ailleurs, on peut le voir déjà parce que moi je vous vois, mais en plus par mon BPM qui est plus proche des 150 que des 100. Donc merci à tous d'être ici. Juste avant de commencer, je vais faire un petit merci à l'équipe Polycloud parce qu'il y a vraiment une organisation qui est au top, autant en tant que speaker que spectateur. Donc merci beaucoup à vous. Je vais enchaîner. Est-ce qu'on peut avoir mes slides? Ouais, merci. On va passer une petite heure ensemble. Je vais vous parler beaucoup de Kubernetes et d'une solution que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Talos. Mais juste avant de rentrer dans les détails, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Quentin Joly. Ça fait bizarre de voir une slide à la troisième personne, alors que c'est moi qui la lis. Je suis SRE chez Lucas. On est une boîte qui est éditeur de logiciels. On propose des solutions de SIRH. N'hésitez pas à faire un tour, il y a plein de trucs intéressants sur notre site. Habituellement, je suis également blogueur. Parler à des gens, c'est pas ma tasse de thé, mais je vais faire l'exercice aujourd'hui. Je suis un très jeune speaker. Donc à la fin de la présentation, je vous demanderai des feedbacks. Merci d'avance à ceux qui les laisseront. Pour un jeune speaker comme moi, c'est très important. Donc merci d'avance à tous ceux qui en laisseront. En plus perso, je suis passionné d'impression 3D et d'électronique embarquée. Si jamais ces sujets vous parlent, n'hésitez pas à venir m'en toucher deux mots. Moi, franchement, c'est des sujets que j'apprécie beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me retrouver soit dehors, soit dans un couloir, et puis on en parlera pendant des heures et on deviendra meilleurs amis pour la vie. Et sur un autre plan, je suis également membre de la Talos Team. Alors Talos, je ne l'ai pas encore présenté, on en parlera un tout petit peu plus tard. Ce qui ne veut pas dire que je bosse pour eux, mais que je suis dans un petit groupe d'ambassadeurs. Donc, si à un moment vous avez besoin de détails, de petits insights, je pourrais vous les donner, sans forcément que vous ayez besoin de demander une invitation sur le Slack. Allez, on va entamer. Mais d'abord, petit disclaimer. Kubernetes, c'est un très gros sujet, ça a fait couler beaucoup d'encre. Je vais partir du principe dans cette présentation que vous savez plus ou moins ce qu'est Kubernetes. On va plutôt parler de cette solution qui est autour de Kubernetes. Si jamais il fallait faire un petit récap, histoire d'onboarder les gens qui ne connaissent pas vraiment Kube, je dirais que c'est un orchestrateur de conteneurs qui permet de faire de la HA. C'est-à-dire que vous envoyez vos workloads, vos conteneurs, et lui, il va se dépatouiller, il va faire sa tambouille pour toujours s'assurer que l'état désiré est l'état actuel du cluster. Donc moi, je veux 10 conteneurs, j'aurai mes 10 conteneurs. Après, il faut savoir que ça tourne sur des machines, c'est pas magique. Il y a deux types de machines, les control planes qui administrent le cluster et qui assurent l'intégrité, les workers qui sont là uniquement pour rejeter de la charge et pour héberger des conteneurs. Déjà, on a une bonne base. On verra après peut-être d'autres petits composants de Kubernetes, mais à partir de ça, on peut continuer cette présentation. Et je vais commencer par comment est-ce qu'on installe un Kubernetes. Alors moi, Kubernetes, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça fait techniquement 2-3 ans que j'en fais, et la première fois que j'ai découvert Kubernetes, j'ai demandé, c'est génial, ça vend du rêve, mais comment ça s'installe? Et on m'a dit, tu fais minikube start. Merci, je crois. Minikube start, c'est trop bien, ça pilote Docker, ça pilote QEMU, ça me fait un cluster, c'est génial. Et comment je vais en prod? Bon, j'ai proposé d'envoyer mon laptop, mais ils ont pas voulu, j'ai pas compris. Déjà, super, on sait comment on installe Kubernetes. Mais bon, on a parlé de production, on va essayer de faire de la production, d'ailleurs c'est dans le titre du talk. Donc, comment est-ce qu'on installe un kube? Déjà, on choisit un OS. Est-ce qu'on passe sur du Debian? Est-ce qu'on passe sur du CentOS? Est-ce qu'on délègue ça à un cloud? La question, elle est vite répondue en fonction de ce que vous avez déjà ou de votre contexte technique. Si vous êtes déjà sur du Amazon, peut-être que l'option du Kube Manager, c'est pas mal. Dans ce cas, vous n'avez même pas à savoir quel OS tourne, c'est trop bien. Bon, on a la question de l'OS. Maintenant, comment qu'on installe Kube? Est-ce qu'on passe par KubeADM, qui est the utilitaire super documenté pour installer du Kubernetes, un super binaire, ça fait tout. Ça marche très bien, honnêtement. Est-ce qu'on passe par la solution du cloud, comme tout à l'heure, si vous êtes sur du Amazon Manager, c'est lui qui va gérer ça, vous n'avez même pas à vous focaliser sur qu'est-ce qui tourne derrière, comment, pourquoi. Le cloud, il gère tout pour vous, c'est trop bien. Et l'autre option, ça peut être par exemple de se baser sur un outil d'automatisation, donc du Ansible, du COPS, il y a plein d'outils qui tournent. Vous pouvez en choisir un, ça fonctionne très bien, très souvent c'est par du SSH, parfois ça pilote les clouds directement. À vous de voir. Et là on s'est posé deux questions. Mais concrètement, il y en a bien d'autres des questions. C'est facile de juste dire qu'il y a un OS et comment on installe Kube, mais en fait, il y a plein d'autres questions qu'il faut qu'on se pose. Il y a comment est-ce qu'on gère la parité entre la dev et la prod, et qui est également lié à comment est-ce qu'on versionne notre configuration. J'aimerais bien que mes développeurs ils développent sur le même environnement que la production. Est-ce que je n'ai pas des dépendances liées à mon cloud? Est-ce que je n'ai pas des trucs à garder en tête, des limitations par exemple? Comment est-ce que je gère le hardening? Comment est-ce que je gère les mises à jour? Oui, il n'y a pas juste installer du Kubernetes, il y a plein de trucs autour. Et pour répondre à ces questions, en réalité, il y a deux manières de l'aborder.
Soit vous êtes sur un environnement cloud, et dans ce cas, vous déléguez tout au cloud, vous avez une super API, autant s'en servir. Vous pouvez remplir des formulaires, faites-le. Mettez à jour vos clusters en un claquement de doigts, c'est trop bien, c'est génial. Honnêtement, j'aime beaucoup cette possibilité. Et puis, il y a l'autre façon, c'est le on-prem. Alors, on-prem, on n'a pas une super API, on n'a pas de beaux formulaires pour créer, pour mettre à jour le cube. Mais à l'inverse, vous avez la liberté de faire tourner vos clusters sur n'importe quoi. Vous voulez de l'ARM et du ARM un peu poussé, genre de l'ampère, vous pouvez. Vous voulez changer les paramètres dans le BIOS, activer des options un peu deep, vous pouvez. L'inconvénient, c'est que vous pouvez tout faire, mais vous devez tout faire. Vous devez l'intégrer avec ce que vous avez actuellement, avec ce que vous voulez mettre également, donc c'est plus compliqué, mais au moins vous avez une liberté totale. L'idée, à travers ce talk, je vais vous présenter une solution qui permet d'allier à la fois la flexibilité et l'aisance du cloud, avec une belle API et peut-être de belles interfaces, avec la liberté du on-premise qui vous permet de faire tourner n'importe quoi, n'importe comment. Et cette solution que j'aime bien, c'est Talos. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Donc, Talos, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de faire une définition un peu simple. C'est une distribution Linux. C'est important de le dire, ce n'est pas un truc qui s'interface sur du Debian, sur du Ubuntu, sur du CentOS, n'importe quoi. C'est vraiment une distribution à part entière. Elle s'appuie en rien sur ce qui existe. Ils n'ont pas fait un fork ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment fait un développement from scratch, de A à Z. Le focus de Talos, c'est avant tout la sécurité. C'est très important. On ne va pas forcément beaucoup l'aborder dans cette présentation, mais ils ont incorporé de nombreux paramètres à la fois dans Kubernetes et dans l'OS pour maximiser la sécurité. C'est un OS qui est immuable et atomique. Alors, je ne sais plus si on dit immutable ou immuable, donc je suis désolé, je vais me tromper plusieurs fois dans cette conf. J'en vous en touche 2 mots après, vous savez quoi. On est sur du vrai open source. Désolé Terraform. Ici, on a une vraie licence permissive. C'est un OS qui est pensé pour être éphémère, c'est aussi facile de l'installer que de le péter. Il est pensé pour être extensible, on en reparlera également un petit peu après, et il est cloud agnostique, ce qui veut dire que vous pouvez l'installer techniquement de partout. On-prem, Amazon, Azure, OpenStack, n'importe où vous pouvez plus ou moins customiser l'OS, vous pouvez installer Talos. Je vous dis que je vais vous parler de l'immutabilité, ça je me rappelle. L'immutabilité, c'est lorsqu'une partie de votre file system dans votre serveur est en lecture seule, que vous ne pouvez pas modifier sauf à travers une procédure qui est très contrôlée. Il y a plusieurs distributions qui sont immuables. Alors moi j'aime beaucoup NixOS, si vous connaissez. Il y a également l'alternative Geeks par Richard Stallman. Si vous faites du Fedora, vous avez Silverblue, ou si vous aimez les serveurs, vous avez également du Flatcar. Dans l'idée, ça permet d'accroître grandement la stabilité et la sécurité de votre OS. Et si jamais vous voulez modifier cette partie en lecture seule, ce n'est pas impossible, vous devez passer par la procédure de mise à jour en fonction de l'OS. L'immutabilité, très souvent, ça va avec l'atomicité. Vous faites des bases de données, très souvent, vous lancez une transaction, vous effectuez plein d'opérations, à la fin, vous faites un commit. Ça veut dire que ce commit n'est réalisé que si tout s'est bien déroulé. Et bien, Talos respecte ce principe. Quand vous faites une mise à jour, il va faire plein de tests, il va essayer de redémarrer. S'il n'a pas réussi à redémarrer, il va se dire « Oh purée, allez, je rebascule dans la version antérieure ». Ça, c'est de l'atomicité. Donc, c'est par exemple dans Git, vous faites de l'atomicité, dans les DB, vous faites de l'atomicité. L'inverse de l'atomicité, ce serait par exemple quand j'installe un paquet Debian, par exemple j'installe Firefox, il peut me tirer plein de dépendances. L'installation finale ne va pas forcément marcher pour X ou Y raison, mais ces dépendances ont quand même été installées. Ça, ce n'est pas de l'atomicité, parce qu'à la fin, il s'est quand même passé quelque chose. Moi, je veux totalement revert tout ce qui s'est passé. Donc, sur cet aspect-là, c'est pas mal Talos. Mais bon, ça, j'essaierai de vous le démontrer après. Quand je présente Talos, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est de montrer que Talos, c'est tout petit. Ça peut tourner sur n'importe quoi et ça ne coûte pas grand-chose sur le disque. Si je prends une ISO de Ubuntu, je vais avoir une taille uniquement à but comparatif de 1 gigaoctet, ce qui est une taille quelconque. Et si je regarde l'équivalent avec Talos, j'ai une taille de 100 mégaoctets. Waouh! Moi, surtout que je suis assez jeune, donc j'ai jamais connu un OS qui s'installe avec moins de 500 mégaoctets. Donc je trouve ça incroyable. Pourquoi est-ce qu'on a moins de 200 mégaoctets? C'est avant tout parce que sur Talos, il n'y a pas grand-chose. On n'a que 12 binaires sur un Talos. On a donc tout le nécessaire pour déjà gérer tous les services, pour lancer des conteneurs, gérer à la fois disque, kernel, tout ce qu'il faut, une partie réseau. Bref, sur un Talos, il n'y a rien, quoi. Il n'y a vraiment rien. Et si jamais vous avez regardé la liste juste à côté, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de SSH. Il n'y a pas de bash non plus. Ça, c'est l'aspect qui fait peur. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous convaincre que ce n'est pas si grave si on n'a pas de SSH. Ni de terminal d'ailleurs. Tout passe à travers une API. Quand on administre un Talos, c'est comme si on contactait un cloud, on administre avant tout une API. Vous voulez modifier un fichier,
API. Vous voulez récupérer des logs, API également. Installer ou reset une machine, API. Formater des disques également. Vous pouvez également faire récupérer des trames réseau, donc faire une capture d'une certaine interface, mais vous pouvez passer par l'API. Bref, tout tourne autour de cette API. Et petit disclaimer aussi, je ne dis pas que le SSH c'est mal, moi j'adore le SSH, je m'en sers tous les jours, mais c'est juste moyennement adapté quand on fait une gestion de masse des serveurs. Au moins avec une API, vous pouvez l'intégrer dans votre tooling existant, toutes vos requêtes sont validées, vérifiées, contrôlées. Genre je ne peux pas faire un rm-rf/ no preserve root. Avec une API, on peut contrôler tout ça. Et si on regarde concrètement où se place Talos dans un cluster cube, on peut remarquer que concrètement, ça ne remplace rien dans Cube. On fait vraiment tourner un cube natif. Donc, en bleu, vous avez tous les composants de Cube, donc l'API serveur, la base etcd, scheduler, le kubelet, le kubeproxy, bref, vous les connaissez. Et à côté, et je dis bien à côté, pas à l'intérieur, vous avez les composants de Talos, donc l'API ID, qui est the composant pour gérer vos machines, qui est présent à la fois sur les control planes, mais également sur les workers. Et donc, si jamais vous êtes habitué du kubectl, là, on aura du talosctl. C'est le moment de la démo, je pense. Donc, on va installer notre premier cluster, et je vais essayer de ne pas l'oublier, parce que d'habitude, dans mes répétitions, je l'oublie. Je vais mettre un chronomètre. On n'est pas en speedrun, on va prendre notre temps, on va essayer quand même de décortiquer les étapes, mais l'idée, c'est quand même d'avoir un comparatif pour voir en combien de temps est-ce qu'on installe un Talos. Alors, pour ceux qui regardent qui auraient de la rediffusion ou qui juste ont récupéré mes slides, je vous ai mis les commandes, mais on va voir ça ensemble avec un peu plus de détails. Je crois qu'il y a un petit acouphène. Alors, déjà, le banc de test. Ah, merci à Régis. Je pense que c'est lui. Ok, merci. Mon banc de test. Je suis sur un petit Proxmox qui est actuellement sous ma télé, qui héberge d'ailleurs plusieurs de mes VM, des services perso, des services de lab, bref, je m'amuse pas mal avec. Sur ce Proxmox, j'ai 4 VM. Ces 4 VM, je les ai toutes installées avec du Talos. Enfin, installer, c'est un grand terme. Concrètement, j'ai juste mis une ISO et j'ai démarré une VM avec, et puis c'est tout. Ces VM, c'est comme si elles venaient de démarrer pour la première fois. Donc, vous voyez qu'on a un uptime de 24 heures. C'était moi qui étais dans le train hier. Donc, on va voir comment ça s'installe. Donc déjà, quand on démarre un Talos, on est en mode maintenance. C'est-à-dire que la VM, elle est dans l'attente de sa configuration. Elle attend. Et bien nous, on va faire en sorte qu'elle arrête d'attendre. Donc, j'ai préparé un VS Code qui est également chez moi, et on va voir comment est-ce qu'on installe un Talos. Donc déjà, la première chose à faire quand on installe un Talos, c'est de générer tous nos secrets. Donc on fait un talosctl gen secrets, on attend, et on obtient un fichier secrets.yaml. Alors ce fichier, il contient à la fois les certificats de notre Kubernetes, les certificats de la base etcd. Il y a toute une partie metadata Talos qui va gérer de son côté, je ne sais pas trop à quoi correspond tout, mais concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va stocker plein de trucs, et il en aura également besoin pour s'authentifier auprès des autres nœuds. Et il y a toute une partie en bas qui s'appelle OS. Parce que je vous parle d'une API pour gérer les Talos, mais ce n'est pas parce qu'on a une API qu'on est en clair. On va s'authentifier avec du MTLS, un peu comme l'API serveur de Cube. Je connais les certificats du Talos, le Talos connaît les certificats administrateurs, on se reconnaît mutuellement et on s'authentifie. Donc là, j'ai mes secrets, je n'ai pas encore mon cluster. Donc, la deuxième étape à faire, c'est de faire un talosctl gen config et de mettre en paramètre le nom du cluster, donc on va l'appeler polycloud, et on va mettre l'API serveur d'un des nœuds control plane. Donc à ce moment-là, normalement, on configure un load balancer, une VIP, n'importe quoi. Là, moi, je vais mettre une IP en dur, mais pour un vrai cluster de production, il faudra aller un tout petit peu plus loin. Donc moi, mes nœuds, je ne vous ai pas montré, mais on a respectivement l'IP 101, 102, 103 et 114, une dizaine de différences parce qu'il s'agit d'un worker pour celui-là. Donc ici, je mets 101. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 3 fichiers. controlplane.yaml, worker.yaml et talosconfig. Donc, je vais scroller rapidement, mais j'ai une slide qui en parle. À l'intérieur de ce fichier, on a toute la configuration de l'OS, qu'elle soit réseau, qu'elle soit, par exemple, les points de montage, les modules kernel à charger, on a un peu tout et n'importe quoi dedans. Et si on descend plus bas, on a toute la configuration du Kubernetes.
Donc par exemple, vos CIDR, ceux des services, ceux des pods, l'API serveur qu'on a configuré, il est ici. Donc ce nœud va essayer de joindre cet API serveur quand il voudra rejoindre le cluster. Bref, il y a pas mal de trucs. J'ai une petite slide qui va résumer tout ça. Dans le Talos config, c'est l'équivalent du kube config, donc il s'agit de vos certificats. C'est ce fichier que vous allez utiliser pour dialoguer avec les Talos. Et ensuite, le worker.ml, c'est l'équivalent du control pen, sauf que il s'agit des workers. Alors, histoire de résumer tout ce que contient le controlpen.yaml, surtout lui parce que c'est le plus complet. Alors déjà, on appelle ça un machine config. C'est le terme utilisé dans la documentation de Talos. C'est ce qui regroupe à la fois, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la configuration de Kubernetes, tous les certificats, ils sont présents à l'intérieur, les points de montage si vous en avez, le réseau, si vous voulez vous identifier sur des registres OCI, Docker Hub, GHCR, GCR, bref, vous en avez plein. Vous pouvez le configurer à l'intérieur du machine config. Vous voulez charger des modules kernel, c'est également à cet endroit-là. Vous voulez customiser l'OS, customiser plein de trucs, ce sera à l'intérieur de ce machine config. Honnêtement, j'ai appris énormément sur Kubernetes juste en scrollant à travers ce fichier, à travers tous les paramètres qu'on peut tweaker, c'est super intéressant. Et par défaut, il génère plein d'exemples, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, c'est super intéressant. Alors, donc nous on a nos fichiers, et on va essayer maintenant de les envoyer sur un nœud. Donc je vais faire un talosctl apply, -f controlpen.yaml, -n le nœud que je vais installer, donc je vais installer le 101 par exemple, -e le nœud que je veux joindre, je vous explique ça juste après, et je vais faire un -- insecure. Hop. Et puis, pendant que ça s'installe, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis 2 fois l'adresse IP. Ils ont pensé à tout, enfin pas à tout, ils ont pensé du moins à un petit détail qui personnellement me touche, c'est là, qu'est-ce qu'on va exposer quand on veut installer des machines. Là, j'ai mis 2 fois l'adresse IP. Pourquoi? Parce que j'ai une machine qui est destinatrice de ma requête, et j'ai une machine qui va recevoir ma requête. La nuance, c'est que la première, c'est la machine qui va être contactée, et la deuxième, c'est la machine que je vais contacter. Donc, j'envoie ma requête à une première machine, et celle-ci peut faire office de proxy vers cette seconde machine. Donc, d'un point de vue cloud, je peux n'exposer qu'une seule machine et en installer autant que je veux, pour peu qu'elle soit dans le même réseau. Ça, honnêtement, pour moi, c'est pas mal. Donc là, maintenant, je vais installer, je vais installer les autres machines. Donc, par exemple, je veux joindre la machine 102, et je vais quand même continuer à envoyer ma requête à la machine 101. Et elle ne râle pas, tout va bien. Donc là, c'est nickel. Les autres machines vont s'installer, donc elle va dérouler toute la procédure d'installation. Donc on voit que ça reboot, il se passe plein de trucs. Je ne vais pas forcément les attendre. Moi, je vais directement récupérer mon kubeconfig, parce que là, ça y est, on va avoir un cluster. Donc je vais faire un talosctl kubeconfig. Je vais reprendre les mêmes paramètres qu'au-dessus. Donc à chaque fois, je dois joindre une adresse IP et préciser laquelle est destinatrice. Il y a des moyens de simplifier ça, de ne pas pouvoir le préciser dans l'argument. Je ne vais pas vous montrer ça, mais la documentation en parle assez facilement. Et je vais préciser un nouvel argument, le talosconfig, qui va me permettre de m'authentifier. Donc c'est celui que j'ai généré tout à l'heure avec la commande genconfig. Donc je vais rajouter même -merge égale false, parce que je ne veux pas qu'il le mette dans mon hub, je veux qu'il le mette dans le dossier dans lequel je me trouve. Et là, on a notre kubeconfig. Ouais, allez, on va faire notre première requête. Donc kubectl getNode. Oh non! Ah oui, effectivement, oui, vous n'avez pas eu le résultat. Ça y est? Ah ouais, super, maintenant j'ai leaké les certificats de la prod. Donc, je vais faire mon kubectl getNode, kubeconfig, et là, on devrait avoir une réponse. Aïe, c'est le drame. Alors c'est gênant, alors, du coup je vais regarder mes slides, je pense que j'ai mis la réponse. Ah oui, en fait on n'a pas encore de cluster. Il manque un tout petit truc. Merci Quentin du passé. Il manque un tout petit truc pour qu'on ait encore un cluster, c'est la base de données etcd. La base de données etcd, c'est le cerveau de notre cluster, c'est là où stocke toutes les informations. Et là, c'est bien, j'ai installé 3 control plane, mais aucun n'a créé la base etcd. Il faut tout leur dire. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais faire comme si je ne savais pas, je vais juste afficher les logs. Donc pour afficher les logs avec un talos, on fait un talosctl dmessage. Alors juste avant, je vais, hop, ce sera plus clair pour vous, on fait un dmessage, et là on a plein d'erreurs, mais surtout il y en a une qui m'intéresse, c'est celle-ci. Alors, etcd dans l'attente de rejoindre le cluster, si ce nœud est le premier du cluster, lancez un talosctl bootstrap. Je vais le faire. Donc, hop, bootstrap.
pas de retour, donc c'est-à-dire que c'est très bien, c'est qu'il a accepté ma commande. Quand vous installez un Kubernetes, que ce soit par de l'Ansible, du KubeADM, il y a toujours une étape où il faut dire, voilà, toi tu es le premier nœud du cluster, tu vas créer le schéma etcd. Et ensuite, les autres control planes vont s'y connecter, vont devenir des learners et vont récupérer ce schéma, le dupliquer, et ensuite on a un cluster de base de données. Si jamais plusieurs control planes font cette opération, on n'a pas un cluster, ben on a 2 ou 3 clusters en fonction du nombre de TCD qui ont été démarrés. Dans ce cas-là, c'est une étape qui, dans notre cas, est manuelle, mais quand vous passez par du playbook Ansible, il y a également une sélection d'une machine. Ça peut être la première, ça peut être un algorithme de sélection. Là, dans notre cas, on a fait un talosctl bootstrap. Et si je refais mon kubectl getNode, et là, j'ai pas de slide, donc ça va être gênant si ça ne marche pas, et ça n'a pas marché. Alors, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas encore lancé l'API server. Donc, on vient de le voir à l'instant, hop, il fait un static pod, kube API server. Alors maintenant, si je relance, ça va arriver, vous inquiétez pas. Enfin, c'est moi qui m'inquiète, pas vous. Donc, on va juste lui laisser tourner un peu. En attendant, on voit quand même que le cluster, il a été nommé. Il détecte bien qu'il y a 3 machines, donc nos 3 control planes, ce qui est honnêtement plutôt rassurant pour moi. C'est-à-dire que la démo n'est pas entièrement ratée. Et yes! À 2 doigts de sortir une autre slide. Merci beaucoup. C'est Talos qu'il faut applaudir. Donc, là, on n'a pas encore de notes. C'est parce qu'ils ne se sont pas encore enregistrés. Ça va arriver assez rapidement. Mais concrètement, donc voilà, là les pods sont en train de démarrer, les nodes vont passer en ready, mais déjà on a un début de cluster. Et ça déjà c'est pas mal. Et si je regarde mon chrono, alors je vais essayer de vous montrer, mais on sait tous que vous allez rien voir, mais on est à moins de 10 minutes. Et pour moi qui ai bossé dans des structures où ça prenait des semaines à installer une machine, ben là je me dis, waouh, en 10 minutes on a installé 3 machines, un cluster. Donc on voit que ça... Merci. On voit que ça continue à démarrer. Alors là, on est forcément limité à la fois par mes ressources matérielles et par la connexion de mon FAI. J'habite en campagne, alors ça peut être un petit peu lent, mais déjà, on a des choses qui démarrent. Alors, il y a des petits race conditions qui vont se résoudre toutes seules, mais déjà, on a un cluster. Mais on n'a pas terminé, il nous reste une dernière machine à installer. Alors là, ils sont not ready parce que les flanelles ne sont pas encore démarrées. Ça va arriver. En attendant, on peut installer la dernière machine. Donc, on va faire un apply worker, -n, c'est la 114, -e, on va joindre la 101, -, insecure, parce que la machine est en maintenance, donc je ne peux pas m'authentifier dessus. J'ai dit que la machine est en maintenance, donc je ne peux pas m'authentifier dessus. Alors qu'est-ce qu'elle a, elle? Alors vous voyez qu'elle est dans le cluster Talos Cluster. Ça, vous voyez, messieurs, dames, c'est une démo ratée. J'ai oublié de reset la machine hier. Donc c'est pas grave, je vais le faire. Alors, quand on a accès à l'hyperviseur, concrètement, on peut reset une machine comme on le souhaite. Donc là, je boot, hop, reset Talos, parce que évidemment, j'ai supprimé les certificats, donc je ne peux pas passer par l'API. Mais c'est pas grave, je peux le faire directement depuis l'hyperviseur. Et ça permet de vous montrer également que c'est très très rapide à reset une machine Talos. J'ai dit très rapide. Donc là, elle est reset. Je vais pouvoir relancer. Allez, allez, allez. Rappelez-vous, j'ai dit rapide. Le réseau se met en place. Allez, voilà. Donc là, la machine est repassée en mode maintenance, comme si je venais de la démarrer pour la première fois. Je peux faire mon deploy. Mon deploy est passé. Et d'ici, alors je ne vais pas faire de pronostic parce que de toute façon il sera faux, mais je dirais d'ici 1 à 2 minutes, il devrait rejoindre le cluster. Et ça y est, on a nos control planes, on a nos workers, et on peut passer à la suite. Donc, maintenant qu'on a notre cluster, qu'est-ce qu'on fait? Ben déjà, moi je vais repasser sur mes slides. Déjà, célébrons, on a un cluster. Donc je vous ai dit les moins de 10 minutes, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on va tout casser. Aïe, aïe, aïe. Comment est-ce qu'on casse un Talos? Alors, je vous ai montré la méthode forte en passant par le grub au démarrage, mais concrètement, ce qu'on peut faire, c'est talosctl reset. -n, on précise les machines dans l'ordre de désinstallation, donc la 114, la 103, la 102. Ne vous inquiétez pas, je ne referai pas cette commande souvent. La 101. On précise toujours une machine à joindre, la 101, un talos config. Tac, et bravo Quentin, j'ai oublié un argument qui s'appelait le -reboot, sinon les machines ne vont pas redémarrer.
Mais là, vu que je l'ai lancé, il va mettre un peu de temps. Bon, enfin, on va passer à la suite, c'est pas bien grave. De toute façon, on en aura besoin après de ces machines. Donc, là, je vais essayer de lire dans vos pensées. Quentin, on a eu beaucoup d'efforts pour installer ce cluster. On aime bien ce cluster. Alors, pourquoi est-ce que je le détruis? Il y a une petite raison à ça. C'est que moi, j'ai remarqué que ce n'était pas parfait. Il y a plein de trucs qui ne me vont pas. Et je vais essayer de lister des problèmes. Et peut-être que vous y avez pensé, peut-être pas, sinon moi, je vous donne mon feeling en tant qu'utilisateur. Déjà, le premier problème, c'est dans le machine config, j'ai précisé le disque d'installation. Alors, si je ne l'ai pas montré, c'est ma faute, mais j'ai bien précisé /dev SDA. Comment ça se passe si jamais j'ai des nœuds qui ont un disque différent? Par exemple, si jamais j'ai des SSD, des NVMe même, pour être précis. Et dans ce cas-là, je suis obligé de dupliquer mon fichier, faire la modification, donc mettre un NVMe 0.1 par exemple, et d'appliquer d'un côté les machines avec le NVMe, de l'autre les machines avec disque. Ça se fait, c'est une moulinette mentale, mais ça se fait. Autre point, les commandes sont longues. Très bonne remarque. Oui, vous avez vu que chaque fois quand je tape, ça met au moins 1 minute. Donc, c'est pas très user-friendly. Il y a des moyens de simplifier via des variables d'environnement, en le mettant dans le home, le fichier par exemple. Mais de base, pour une première installation, ça fait mal de se taper tout ça. Autre problème, là on est pire que dans le cas du NVMe. Qu'est-ce qui se passe si maintenant dans la configuration, je dois préciser les IP des nœuds? Donc chaque nœud va avoir une IP, donc une modification dans son fichier. Et maintenant, le dernier point, moi j'aime beaucoup le GitOps. Qu'est-ce que je peux stocker dans un Git? Alors, le GitOps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsqu'on stocke de la configuration dans Git pour valider ou l'appliquer automatiquement et surtout pour versionner sa configuration. Moi j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Talos? On va voir ça ensemble. Donc, j'ai listé tous les fichiers que nous avons. Alors, je n'ai pas mis le kubeconfig parce que lui, logiquement, il ne faut pas le mettre dans Git. Donc, j'ai le control plane, le talos config, le worker.yaml. Alors, on va faire à main levée qui pense que le control plane peut être versionné. Ok. Qui pense que le talos config peut être stocké dans Git? Qui pense que le worker.yaml peut être stocké dans Git? Ok, on a quelques bras. Qui pense que le secrets.yaml peut être stocké dans Git? Merci de t'être sacrifié. Qui pense qu'aucun fichier devrait être dans Git? Merci encore de ton sacrifice. Il est d'accord avec moi. Félicitations, tu as gagné un sticker. Oui. Et pour les autres, de toute façon, j'ai oublié ce que vous avez répondu, donc n'hésitez pas à venir chercher les stickers à la fin. Concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que rien ne peut être stocké dans Git. Que ce soit le control plane, le worker, le secret, le task config, ils contiennent tous des certificats qui sont très sensibles et qu'il ne faut surtout pas divulguer. Que ce soit n'importe qui, à vos développeurs, au public, jamais. Tous ces fichiers sont sensibles. J'appuie bien dessus, parce que c'est important. Et dans ce cas-là, j'ai un problème, parce que moi j'aime vraiment bien le GitOps et j'aimerais bien trouver un moyen de stocker ça dans Git. Et c'est l'occasion parfaite pour moi de vous initier au tooling autour de Talos, parce qu'il y a plein d'utilitaires pour vous faciliter la vie, et moi je vais vous en présenter un, celui que j'aime le plus, qui s'appelle TalHelper, qui vous permet de dissocier la configuration des secrets. Et donc comme ça, vous pouvez versionner la configuration d'un côté, et les secrets les stocker dans un Vault, un Bitwarden, ce que vous voulez. Donc on va voir ça ensemble. Comme toujours, si vous regardez le replay, je vous ai mis les commandes. Et on va voir déjà dans quel état sont nos machines. Donc il y en a une qui n'a pas fini de se reset, parce que vu que c'est la dernière et que j'ai oublié de mettre le graceful false, en gros il ne veut pas se supprimer parce qu'il se dit non, sinon si je ne suis pas là, le cluster est mort. Et on va comme le faire. Donc hop, et en attendant, je redémarre les autres machines. Et on va également supprimer tout ce qu'on a fait. Donc rm-rf / et non étoile. Donc, on va récupérer un fichier de configuration qui s'appelle talconfig. Point. Ce fichier, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors déjà, il y a des paramètres qu'on a placés tout à l'heure. Donc par exemple, l'URL de l'API server. Tout à l'heure, on l'a mis dans le genconfig. Là, il est directement dans le fichier. Et puis ensuite, il y a plein d'informations. Il y a le nom du cluster, il y a la version de Talos, de Cube. 1.30, c'est un peu vieux. Oui, j'ai fait la démo il y a un petit moment. Et surtout, il y a toutes nos machines. Donc nos contrôles planes, les adresses IP, les disques d'installation si jamais je veux le customiser à cet endroit. Et surtout, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de certificat là-dedans. On peut également mettre des patchs. Par exemple, il y a des champs qui sont gérés par TalHelper. Donc par exemple, si jamais je lui mets ça, lui il va se dire « Ok, ça correspond à ça dans Talos, donc je vais modifier cette partie-là. » Et puis à l'inverse, il y a des champs qu'il ne connaît pas. Donc dans ce cas-là, je peux faire des patchs soit globaux, soit des patchs par type de machine.
ou même par machine. Ça se fait complètement. Une fois que j'ai ça, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un tal helper gen config. Alors là, j'ai un petit warning parce que j'utilise une version qui est un peu vieille, mais c'est pas grave, ça va quand même fonctionner. Et là, il m'a généré un fichier par machine. Et dans ce cas-là, maintenant, toute la difficulté de mon côté, c'est de me dire que je dois envoyer ce fichier vers telle machine, ce fichier vers telle machine. Moi, je suis un gros flemmard, j'ai du mal avec tout ça. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux le laisser à tal helper. Donc, si je fais un gen command, apply par exemple, ah, Dieu merci, il me génère la commande bash et j'ai juste bêtement à copier-coller et puis il va bien appliquer, par exemple, le CP1 vers l'IP 101. Alors, il manque juste un tout petit peu paramètre parce que maintenant que les machines sont en mode maintenance, il faut que je rajoute le -insecure, donc j'ai un argument pour ça. On va voir dans quel état les machines sont. Elles sont toutes en mode maintenance. Et bien maintenant, moi je suis un bon développeur, tout ce que je connais c'est copier-coller. Copier-coller, tac tac. Et là, il va s'installer. Alors, normalement, à cette étape, j'aurais dû mettre un chrono. On va dire qu'on l'a mis, hein. Et puis j'essaierai de vous donner une approximation. On voit que les machines sont en train de s'installer. Alors là maintenant, du coup, le facteur limitant, c'est toujours ma connexion et la puissance des machines. On est toujours sur un serveur qui est sous ma télé. Donc on va laisser démarrer. De notre côté, on peut préparer le tal helper gen command bootstrap. Il me donne la commande. Donc pareil, copier, coller. Elle ne va pas passer parce que c'est trop tôt, je pense. Oui, c'est trop tôt. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez décider d'aller boire un coup, de faire une pause toilette, d'aller voir les collègues, flex sur les forums sur à quelle vitesse vos clusters s'installent. Comment ça, vous ne faites pas ça, vous? Donc, je relance mon bootstrap, il est passé. On voit qu'il s'est passé des choses. Start task etcd. On va le laisser tourner, mais concrètement, ça y est, on a déjà tout fait, on a un cluster. Donc, dernière étape, évidemment, le kube config. Je vais refaire la même chose que tout à l'heure, donc je vais faire extra flags, merge égale false. Il me génère la commande, copier, coller, kubectl get node, kube config, tac tac, et on a déjà un API serveur qui répond. Ouais. Donc, merci beaucoup. Et donc là, en très exactement 3 minutes 30, c'est faux, je n'ai pas chronométré, on a un cluster qui tourne et une API serveur qui répond, et on peut commencer à déployer nos applications. Et ben c'est top parce que je n'avais pas de slide backup. Maintenant, un petit aparté au tout début de la présentation, je vous ai parlé de Minikube. Pour le développement, c'est génial. Et ben, sachez que Talos intègre également une sorte de Minikube dédié à Talos. C'est-à-dire que vous pouvez faire un Talos ETL Create Cluster, il va piloter du KEMU, du Podman, du Docker, ce que vous voulez, et vous avez un petit cluster qui tourne sur votre bécane. Donc si jamais vous avez du Talos en production et que vous voulez que vos développeurs aient une configuration de Kubernetes et d'OS similaire à ce que vous voulez déployer, Talos ETL Create Cluster, vous appliquez vos configurations Talos, c'est génial, c'est trop bien. Alors, ça nous a permis de souffler. Maintenant, on va passer au prochain chapitre. Au tout début de la présentation, je vous ai dit que Talos était extensible. Flashback. Oui, c'est le cas. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'essaye de prévoir ce que vous pensez actuellement de Talos. C'est-à-dire, c'est trop bien, ça déploie du cube super rapidement. Quentin t'explique trop bien, merci. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe si j'ai un besoin qui est un petit peu différent? Si j'ai un paramètre qui est pas pris en charge par Talos, si j'ai un truc qui fait que je ne peux pas mettre du Talos. Et on va voir ça ensemble. Donc vous pouvez installer des extensions sur Talos. Il y a deux manières de faire. Soit vous générez, à l'installation de Talos, vous lui précisez également d'aller tirer tel ou tel paquet, tel ou tel truc à tel endroit, et comme ça vous pouvez rajouter des fonctionnalités après l'installation de Talos. Admettons du Tailscale, des modules kernel, n'importe quoi qui peut tomber, un EDR, si vous voulez mettre du CrowdStrike, pardon, vous pouvez. L'autre cas, c'est si jamais vous avez besoin d'une extension pour installer Talos. Admettons, vous voulez installer un Talos, vous avez une carte RAID qui n'est pas supportée. Dans ce cas-là, l'installation ne peut pas se faire, mais vous pouvez créer une image Talos custom qui intègre ce driver. Je ne sais pas si c'était très clair, mais concrètement, voilà, soit vous rajoutez des fonctionnalités post-installation, soit vous rajoutez des fonctionnalités pré-installation parce que vous en avez besoin pour installer vos machines.
Je vais essayer de vous montrer ça. Toujours les commandes, si jamais vous reprenez les slides. Vous l'aurez remarqué, moi j'aime bien Proxmox, c'est un hyperviseur que j'affectionne pas mal, je trouve que ça juste marche, quoi. C'est trop bien. Il y a une petite fonctionnalité que j'aime bien, moi c'est les QEMU guest agents. Donc par exemple, si je prends une VM au pif, vous voyez, j'ai l'adresse IP qui remonte sur mon hyperviseur. Concrètement, moi ça me permet de lister toutes les machines qui sont installées sur mon réseau et de gérer mes adresses IP un peu comme je le souhaite. Sur Talos, j'ai pas ça. C'est dommage. Donc, je vais essayer de rajouter ça à travers ce petit chapitre qui parle des extensions. Donc, j'ai mon cluster que je n'ai pas cassé cette fois-ci, qui tourne, et je vais essayer de rajouter les QEMU guest agents sur cette machine-là. Donc, comment ça se passe? Déjà, je vais vous montrer un nouveau site qui s'appelle Factory, enfin, Image Factory ou factorytalos.dev, qui vous permet de générer des ISO et des scripts d'upgrade directement pour Talos. Donc, je vais remplir le formulaire, je suis désolé, il n'y a pas de white theme, alors j'espère que ça va être lisible pour vous. Donc moi j'ai une machine qui n'est pas bare metal mais qui est une VM générique. Je peux au moins vous zoomer. Voilà. Je vais sélectionner ma version de Talos, je vais juste garder la même majeure, donc je ne vais pas sur la dernière version. Je suis en AMD 64, je vais mettre QEMU guest agent, tac, je coche, next, next. Et donc là il me propose une ISO, des disques d'images pour installer sur un bare metal, n'importe quoi. Un disque en format QCO si jamais je veux le mettre sur un hyperviseur, un script PXE, mais surtout des artefacts pour mettre à jour ou installer un Talos. Donc si jamais j'installe mon Talos pour la première fois, je peux passer par un initial installation et modifier le machine config pour ajouter cette URL. Sinon, si je mets à jour, je peux juste copier ça, faire un Talos-CTL upgrade, et puis si j'ai bien fait ma démo, ça va faire de la magie. Donc je fais un Talos-CTL upgrade-i, je colle l'image. Tac, tac. -n, on précise la machine 101, -e, la machine 101 également. On va rajouter notre Talos config. Donc, tac, Talos config. Là, on a un retour en interactif. Donc, si on va sur la machine, on voit bien, donc là, tac, 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 validating factory talos dev installer. Donc, ça veut dire qu'il a bien reçu ma requête. Et une fois qu'il aura démarré, on est censé avoir les QEMU guest agents qui tournent. Censé. Souhaitez-moi bonne chance, s'il vous plaît. Merci. Donc là, ça va redémarrer. Donc concrètement, lui de son côté, il va faire un drain, donc c'est-à-dire qu'il va retirer tous les pods qu'il y a sur ce nœud. Il va faire tous les checks de sécurité. Est-ce qu'il peut redémarrer? Comment? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas interrompre quelque chose qui ne devrait pas être interrompu? Si vous avez par exemple un gros cluster safe, il ne va pas casser le cluster pour redémarrer. Il va vraiment faire attention. Et une fois qu'il aura redémarré, il va également rejoindre le cluster comme si c'était rien passé. Donc là, il vient de stopper l'API serveur. Et une fois qu'il aura redémarré, soit je suis heureux, soit je pleure. Donc là, il stoppe les flanelles. Alors, en attendant, je vois qu'il ne me reste pas tant de temps que ça, donc je vais essayer de passer à la suite, comme ça on va revenir là-dessus une fois que ça marchera. Je vous parle des extensions, c'est cool les extensions, mais là je vous ai montré des extensions qui est officielles. Donc je suis passé par Factory Talos Dev. Il y a plein d'extensions, mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez faire la vôtre? C'est possible, déjà sachez-le. Si jamais vous voulez faire votre propre extension, c'est pas si compliqué que ça. Bon alors ça c'est la démo que je suis en train de faire, raté. Mais si vous voulez installer votre extension custom, c'est pas si complexe que ça. Il vous faut juste déjà une application à mettre sur vos Talos, donc driver ou un truc à lancer, un agent VPN, n'importe quoi. Il vous faut un OCI builder, donc ça peut être Docker, Podman, BuildKit, une définition d'extension qui va définir les métadonnées et une configuration de service. Alors, je n'ai pas trop le temps de tout vous montrer, mais concrètement, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai une extension. Voilà, lui, il est passé. Comme ça, on peut regarder. Ouais, on a notre adresse IP. Notre extension a marché. Merci. J'ai pas foiré mes démos. Donc, une extension, concrètement, c'est vraiment juste un Dockerfile. Et dans ce Dockerfile, je vais préciser qu'est-ce qu'il doit installer, dans quoi dans Talos. Et donc là, concrètement, quand je dépose un fichier dans USR, USR local etc container coffee.yaml, il va me démarrer un conteneur qui est dédié à cette extension. Pour vous montrer très très brièvement, tac tac tac, j'ai une machine qui tourne déjà avec une extension que j'ai générée. Cette machine, elle est en mode maintenance, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas été installée. Je vais faire un super gros SSH parce que je ne suis pas dans le même réseau que la machine.
Et concrètement, j'essaye d'accéder au port 1337. Donc sur cette machine, dont l'adresse IP est 14, je vais faire un localhost. Donc j'ai fait un tunnel SSH. J'ai un super serveur web qui est très bien designé. Je vous interdis de dire le contraire. Qui correspond du coup à ma machine Talos. Donc on voit bien que l'IP 114 correspond à cette adresse IP. Et je vous rassure, nativement, Talos n'expose pas de serveur web avec une tasse de café qui se remplit. C'est moi qui l'ai rajouté, c'est mon extension. Concrètement, vous pouvez donc faire un peu ce que vous voulez. Si jamais ça vous intéresse, j'ai écrit un petit article qui en parle, qui deep dive un peu le fonctionnement des extensions. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. N'importe quoi qui tourne dans Linux peut tourner dans une extension Talos. Hop, je vais passer à la suite. Donc on a déployé, j'ai déployé mon extension qui est indispensable. Et maintenant, je vais essayer de vous parler du dernier chapitre de cette présentation qui s'appelle Omni. Alors Omni, c'est un outil qui est développé par Sidero. Donc Sidero, c'est l'entreprise derrière Talos, qui vous permet de faire de la gestion de masse. Cette gestion de masse de Talos, c'est, alors, disclaimer, c'est un logiciel en BSL, il faut bien qu'ils vivent les pauvres, qui vous permet de gérer du Talos à grande échelle en pilotant tout vers une interface web. Je vais aller un peu vite. Donc, quand vous déployez du Talos, vous pouvez l'intégrer dans Omni, et à travers Omni, vous pouvez gérer vos clusters avec déjà une super belle interface, mais surtout, Omni va faire office de proxy. Alors vite, tac, slide. Parce que Omni, je vous en parle, mais je ne vous ai pas dit ce que c'était. C'est un outil qui vous permet de tous les gouverner dans les ténèbres les liées, pour que vos Talos puissent fonctionner n'importe où et les administrer comme si on était dans le même réseau que ces machines. Donc ça vous permet de faire une sorte de proxy. Donc moi je suis développeur, je vais contacter mon Omni avec ma requête kubectl, et Omni va déjà m'authentifier avec du SSO, de l'OpenID Connect. Et si jamais j'ai le droit d'accéder à un cluster, et il va me permettre d'accepter ma requête, quoi. Ça vous permet également de faire de l'autoscaling assez facilement. On parle beaucoup de Cluster API de Carpenter. Concrètement, c'est très galère à utiliser, mais grâce à Omni, c'est assez facile de faire de l'autoscaling. Donc, vous pouvez carrément créer des ISO pré-enrôlés dans un cluster que vous ne démarrez que si vous avez un pic de charge. Ce que je vous disais, c'est que ça fait proxy. Donc, c'est-à-dire que moi, concrètement, d'un point de vue utilisateur, j'ai juste à accéder à Omni, et c'est Omni qui va rediriger ma requête n'importe où. On-premise, Azure, Amazon, par exemple, sous votre télé. S'il y a des gens qui hébergent des serveurs sous sa télé, ça le fait. Et je vais essayer de vous faire une petite démo. Donc, moi, j'aime beaucoup OVH. Donc, j'ai plein de serveurs chez OVH. Et si jamais je veux accéder à un serveur que j'appelle Mocha, parce que vous l'aurez remarqué, j'aime bien le café, qui est ce cluster ici, qui est concrètement un cluster avec un seul nœud, ce serveur, je n'y accède pas directement. Je ne suis pas dans son réseau. Et même, il n'est pas exposé sur Internet. Donc, si jamais je fais un kubectl get node, il se passe un truc. Mon navigateur s'ouvre, m'ouvre une page de Omni, la magie noire, oui, vous avez le droit de le dire. En attendant, ma requête, elle est totalement stoppée. Mon kubectl get node, là, il ne fait rien. Donc, si moi, je fais grand access, tada, ma requête fonctionne. Et ça, c'est grâce à... Merci. Ça, c'est grâce à Omni qui... Merci beaucoup. C'est grâce à Omni qui va donc faire office de proxy. Et moi, concrètement, en tant que développeur, je peux récupérer le kubeconfig. Alors, il va falloir que vous me promettiez de ne pas vous en servir parce qu'il y a quand même de la prod qui tourne dessus. Donc, si je fais un cat /tmp et que j'ai un kubeconfig, voilà, j'ai ce kubeconfig que je peux utiliser. Et concrètement, dans ce kubeconfig, il n'y a pas de certificat. Tout ce que ça dit, c'est que kubectl, lorsque tu vas recevoir une requête, tu vas lancer OIDC login, tu vas t'authentifier sur Omni Home une tasse de café, qui est mon instance Omni, que j'auto-héberge, et tu vas essayer de t'authentifier sur le cluster qui porte ce nom. Alors là, j'ai testé sur le cluster Mocha, mais sur le cluster Talos Café, il aurait eu le même comportement. Donc concrètement, je peux leaker totalement mon kubeconfig, c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est l'étape sur le navigateur. Et ça, messieurs, dames, donc c'est évidemment un produit qui est payant, mais que vous pouvez utiliser pour des raisons de lab ou de testing. Ce n'est pas un problème, il y a une licence BSL, mais elle est plutôt permissive. Plutôt. Ça reste une BSL quand même. Hop, je vais repasser sur mes slides. Donc, je pense qu'on a vu pas mal de choses ensemble. Je vais essayer de faire un petit récap quand même, parce qu'on allait dans tous les sens. On a quand même besoin de se recentrer sur qu'est-ce que Talos. Donc déjà, Talos, c'est une distribution Linux. Comme j'ai dit au début, elle ne s'appuie en rien sur ce qui existe. Son objectif premier, c'est de déployer du Kubernetes. C'est uniquement du Kubernetes.
Elle peut également s'utiliser en tant que elle peut s'utiliser sur vos postes de développeurs si jamais vous voulez faire Muse avec ou onboarder vos développeurs dessus. Et d'ailleurs, c'est un super terrain d'apprentissage. Et puis, l'objectif premier, c'est quand même de se déployer sur des clusters parce que j'aimerais bien garder mon laptop encore un peu de temps. Si jamais vous aimez les termes hype et que vous voulez aller un tout petit peu plus loin, eh ben, je peux vous en donner. Il y a des providers Terraform, il y a un SDK en Golang si jamais vous voulez l'intégrer dans votre tooling existant. C'est compatible eBPF si jamais vous voulez faire du Cilium, du Falco, bref, ça c'est une techno qui est assez hype. Et si vous voulez faire du cluster API, j'ai fait Mumuse avec, ça fonctionne, c'est le retour que je vous en fais. Déjà, je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette présentation. J'ai beaucoup aimé vous la faire aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, je parle beaucoup de Talos tous les jours presque. Et surtout, si vous avez des feedbacks, je vous en supplie en tant que speaker débutant, ça compte, et ben, n'hésitez pas à en laisser un. Merci à tous. Allô ? Yeah. Donc on va pouvoir... on va essayer comme ça. On va pouvoir enchaîner sur des questions. On n'aura que 5 minutes, désolé. Quelqu'un a des questions? Ok, c'est bon, le micro fonctionne. Et les deux micros fonctionnent. Merci pour le talk qui était super. Est-ce que les composants de Talos, ils tournent en tant que pod sur le Kubernetes? Alors non, ils sont totalement dissociés. Alors, les composants Talos sont essentiellement des conteneurs également, mais ils ne sont pas visibles dans Kubernetes. Ils sont totalement dissociés. Merci. Déjà, très bonne présentation, merci. Tu avais plusieurs control planes de ce que j'ai vu. Est-ce qu'il ne faut pas un load balancer dans ce cas-là? Et comment ça s'est passé dans ta présentation? C'était assez transparent là. Alors, dans ma présentation, j'ai fait le port concrètement et j'ai mis l'adresse IP d'un des control planes en dur, ce qui fait que si lui il est indisponible, tout s'effondre. Je suis transparent avec vous. Par contre, normalement, et ta remarque est totalement juste, c'est à ce moment-là que tu mets un load balancer ou une VIP, donc une virtual IP, une IP qui peut basculer de control plane à control plane. Ça peut se faire directement dans Talos. Si jamais je génère rapidos un fichier de configuration, top toto https je vais très très vite parce qu'on n'a pas trop de temps. Concrètement, tu peux configurer ça. VIP. Tu peux configurer ça à l'échelle de Talos où il va créer une VIP dans ton réseau qui, elle, est toujours prise par un control plane. Et dans ce cas-là, l'adresse IP que j'aurais mis dans le Talos CTLGen config, c'est l'adresse IP de cette VIP-là. Donc, on-premise, tu peux faire du achat de API serveur. Ok, merci. Merci pour le talk et merci aussi pour le blog qui m'a beaucoup aidé quelques fois déjà. Et j'avais une question. Alors, tu as du coup mentionné un peu le GitHub, c'est toi que tu as l'helper. Et j'ai un petit peu une problématique que je retrouve souvent finalement en installant ça, c'est que, tu mentionnes dans ton blog, mais tu n'as pas mentionné, mais le truc de la CNI, c'est que si on veut installer par exemple Cilium ou une autre CNI, c'est un petit peu, je trouve un peu galère, c'est un peu manuel. Est-ce que tu penses que bientôt ils vont donner des options pour mettre des CNI custom un peu plus pour de vrai, au lieu de mettre none? Ou est-ce qu'il faudra passer par une extension ou un truc parce que c'est un petit peu manuel quand même, j'avoue. Alors pour l'instant, effectivement, tu peux préciser le nom de la CNI dans le Talos config, mais tu n'en as que 2-3 qui sont supportés. Flanel, Calico, il y en a sûrement un que j'oublie. Et si jamais tu veux installer un CNI custom, tu peux mettre directement l'URL du manifeste. C'est ce que je fais aujourd'hui. Alors soit dans notre tooling, on bootstrap le cluster sans CNI et après on l'installe dans une seconde étape, soit tu mets l'URL de tes manifestes, ou tu as un autre champ également qui s'appelle extra manifeste, voilà, qui est celui-ci, où tu peux préciser soit le YAML en dur, soit une URL. C'est pas si propre que ça, je suis d'accord avec toi. Ça peut être une solution un peu pour sauver. Merci, ouais. Je crois que je fais comme ça aussi, et c'est vrai que c'est un peu galère quand même. Alors, il y en a qui font des jobs dans Kubernetes, qui ont une service account qui a les permissions pour installer un CNI. Ça dépend de chacun. Ça dépend également de ton contexte. Si jamais tu es à travers un outil, c'est super bien de le faire à travers cet outil, comme ça tu fais un Helm directement à travers ton tooling, et c'est top. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu tricky au début. Ouais, merci. Merci à toi.
On va passer à une dernière question. Merci pour la conf. Du coup, si je comprends bien, l'authentification se fait via ton Talos config. Du coup, deux petites questions. Qu'est-ce qui se passe si tu le perds? Est-ce que du coup, tu as totalement perdu l'accès à ton cluster? Et quelle est la proposition pour le gérer et éviter de l'avoir comme ça dans un file system? Ou peut-être que tu peux le mettre ailleurs sur ton laptop, comme kubeconfig fait, et le merge, je sais pas. Alors exactement, tu peux gérer ton Talos config comme tu gères du kubeconfig, c'est-à-dire il le met dans ton home, dans .talos, et tu peux gérer des contextes exactement comme avec kubeconfig. Si jamais tu utilises un SDK et du tooling, tu peux le stocker dans un vault, mais ce n'est pas intégré nativement dans Talos CTL. Et si jamais tu le perds, c'est pas si grave tant que tu as toujours ton secrets.yaml ou un control plane.yaml. À partir de ça, tu peux le régénérer. Donc, si tu les as perdus, je suis désolé, il faut tout réinstaller. Mais tant que tu as au moins un de ces deux fichiers, tu peux te sauver et régénérer ton Talos config ou ton kubeconfig. Et sinon, tu as également toute une procédure de rotation. Si un jour, par exemple, il est compromis, c'est géré à travers de Talos, ça se fait assez facilement. Merci à tous.